Pékin, printemps 2008. Autour de la cité interdite et de la place Tiananmen, patrouille de routine. Ce sont des gendarmes. À peine ont-ils aperçu notre caméra qu'ils nous arrêtent. Visiblement, nous ne sommes pas toujours les bienvenus. À la veille des Jeux Olympiques, les autorités chinoises veulent pourtant redorer leur blason. Alors, elles nous laissent faire notre travail, mais sous étroite surveillance. Montré du doigt pour sa violation des droits de l'homme au Tibet, l'Empire du Milieu l'est aussi pour sa politique industrielle catastrophique pour l'environnement. La Chine est le pays qui pollue le plus. C'est aussi l'un des plus pollués. Mais ces derniers mois, ses dirigeants veulent montrer leur bonne volonté. Ils organisent un forum sur le changement climatique. Une première. L'événement a lieu dans cet hôtel du centre-ville. Surprise, à l'intérieur, Brice Lalonde. Mais que fait cet ancien ministre français ici? En septembre 2007, Brice Lalonde a été nommé par la France ambassadeur chargé des négociations sur le réchauffement climatique. Le plus important, c'est quand même des choses de base. Ici, l'émissaire du gouvernement français est un expert qui a déjà quelques idées à transmettre. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de leur dire, écoutez, il y a peut-être moyen de construire des villes autrement. Vous savez, la ville de Paris, par exemple, depuis Napoléon III, Haussmann, il y a plus de densité que dans Pékin et Shanghai. Et donc, il y a moins de consommation d'énergie. Les gens peuvent se déplacer à pied. Évidemment, il y a le métro. Essayez de leur dire qu'il n'y a pas que Los Angeles comme modèle. Voilà. La mission est délicate. Il faut convaincre les Chinois qu'ils peuvent bâtir de nouvelles villes tout en respectant l'environnement. L'enjeu est de taille. Face à une population chinoise qui ne cesse de croître, ils doivent construire vite. Course contre la montre déjà lancée. Une course contre la pollution liée à ce développement. La Chine consomme déjà la moitié du ciment produit dans le monde. Si vous mettez 400 millions de plus de Chinois qui attendent, là, ils sont à la porte, ils disent nous aussi on veut loger en ville, on veut des appartements, du confort, des voitures peut-être. À ce moment-là, c'est 100% de la production de ciment, c'est même pas imaginable. Donc si vous voulez, il n'y a plus de bois, ils sont obligés d'aller chercher le bois en Afrique. Comment on fait maintenant? Voilà. Donc c'est tout à fait angoissant. Il y a des moments où ça défie l'imagination. Voilà. Il faudrait 3 planètes, si vous voulez, pour la Chine. Rien que pour la Chine. Comment on fait? Et donc, soit on invente quelque chose de neuf, et peut-être que ça va se faire. Il y a des tas de recherches ici, il y a des innovations. Et la Chine est déjà en train de devenir le premier producteur d'énergie solaire, d'énergie éolienne. Donc, si vous voulez, ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y a des bicyclettes électriques partout ici. Mais est-ce que ça va suffire? Voilà, c'est ça la question. Et donc, si on peut les aider autant qu'on peut, faisons-le, bien entendu. Depuis 2007, selon l'agence néerlandaise d'évaluation environnementale, la Chine a le triste privilège d'être le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Chiffre révélateur, en 1990, 800 000 automobiles étaient immatriculées. Aujourd'hui, il y en a plus de 32 millions. À Pékin, chaque jour, 1000 nouvelles voitures sont enregistrées. Au moment où se tient la conférence sur le changement climatique, parler de l'air de la capitale est un sujet plutôt délicat, voire impossible. Excepté un docteur en climatologie, personne n'a accepté de nous rencontrer. Lui veut bien nous parler, mais à l'extérieur. Autre condition, n'évoquer le réchauffement climatique qu'en termes généraux. D'entrée, Liu Hongbin remet en question leur titre de champion du monde des pollueurs. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui estiment que la Chine est le pays le plus pollué du monde. Premièrement, la Chine n'est pas le pays qui émet globalement les plus grandes quantités de gaz. Ensuite, la deuxième raison,
c'est que la population chinoise est tellement importante que les Occidentaux ont du mal à se représenter l'ampleur de ces besoins. Pour assurer les conditions de vie correctes de la population, il faut par exemple que l'on puisse construire suffisamment de logements pour tout le monde et maintenir un niveau de vie suffisant. Et avec les moyens techniques actuels, c'est évident que notre pays a besoin de beaucoup plus d'énergie que d'autres. Aujourd'hui, le pays compte environ 1,320 milliard d'individus. 20 des 30 villes au monde les plus polluées sont chinoises. Ici, chaque année, la pollution provoquerait la mort prématurée de 3 à 500 000 personnes. Zhang Bozhu est membre des Amis de la Nature, une organisation écologique créée en 1994. Il est conscient du défi que la Chine doit relever. Avec lui, pas de langue de bois. Que pensez-vous du réchauffement climatique ? C'est un problème auquel tout le monde doit faire face. En ce qui concerne la Chine, nous avons mis en place des réglementations en matière d'environnement, car nous deviendrons évidemment le premier pays qui rejette, en quantité, le plus de gaz carbonique. Nous sommes à un moment crucial pour la Chine. C'est un tournant. La Chine se développe trop rapidement. Notre capacité à prendre en compte les questions d'environnement est faible par rapport au rythme accéléré de notre économie. En attendant, Pékin se refait une beauté. Belle et verte pour les Jeux Olympiques, cet événement planétaire. Partout en ville, des millions d'arbres ont été replantés. Sur l'autoroute, nous croisons souvent ces camions. Ces arbres ont été prélevés en province. Désormais, en plein cœur de la ville, une forêt olympique s'étend sur près de 7 km². Chaque espace doit être colonisé par la chlorophylle. À grand renfort de main-d'œuvre, on s'active. Pas question d'économiser ni les bras ni l'eau. La capitale se métamorphose très vite. Zhang Bozhu le reconnaît volontiers, mais selon lui, ces espaces verts artificiels peuvent provoquer des déséquilibres. Je vais revenir sur le sujet que l'on a abordé tout à l'heure. On essaie d'embellir les villes, mais aussi les campagnes. Pour cela, on crée des espaces verts, mais tous ces aménagements sont artificiels et consomment de l'énergie. De plus, les espaces verts ne respectent pas vraiment l'écologie locale. Les espèces sont importées des autres régions et ont des besoins spécifiques, parfois même des traitements très particuliers. C'est un problème qui mérite toute notre attention. Des forêts artificielles à perte de vue. Des arbres pour tout horizon, c'est le spectacle qu'offre aujourd'hui la capitale chinoise. Partout sur les routes, le même slogan. Quand on crée des espaces verts, quand on protège l'eau, on peut avoir de l'eau claire et du ciel bleu. Construisons ensemble notre nouvel environnement. Ce slogan, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Dans les années 50, sous Mao, cette nature a été massacrée. Des milliards d'arbres ont été abattus. La Chine peine à se relever de cette déforestation massive. À l'image de la Grande Muraille de Chine, une muraille verte a été créée.
Elle doit empêcher l'érosion des sols et la désertification. 30 milliards d'arbres ont déjà été plantés, soit l'équivalent de la superficie de la Grande-Bretagne. Un travail de titan. Sur ces collines, il y a un an, rien ne poussait. Nous sommes à 40 km de Pékin. Li Jianjun est responsable d'un chantier de reboisement. Travail de forçat et de longue haleine pour lui et son équipe de 300 personnes. C'était en 2007. On a creusé la montagne pour planter des arbres. On a utilisé des pioches, des marteaux pour fendre et forer la montagne. Avant, il y a quelques années encore, on pouvait utiliser des explosifs. Mais maintenant, c'est interdit. Ici, avant, c'était une montagne de pierre? Oui, vous ne voyez pas que la montagne est couverte de pierres. On a remplacé une partie par de la terre, mais uniquement au pied de la montagne. Pendant cet entretien, des officiers du gouvernement nous encadrent. Ils écoutent, mais Li Jianjun n'a rien à nous dire de révolutionnaire. Il parle de son travail et des solutions qu'il a mises en place pour reboiser dans cet environnement si délicat. On utilise des pierres contre la sécheresse. Regardez, il y a même plusieurs couches de pierres. Comment se fait-il que les pierres soient utilisées contre la sécheresse? Autrefois, on posait des herbes fraîches sur la terre contre la sécheresse, mais elles absorbent l'eau de pluie. Les pierres sont beaucoup plus efficaces. Même pendant les pires moments de la sécheresse, vous soulevez la pierre, c'est toujours humide dessous, vous voyez. Les pierres sont donc beaucoup plus efficaces. Avec ses équipes, Li Jianjun a planté près de 100 000 arbres sur ces montagnes. Pour ce patron, c'est une aubaine. Il ne manque pas de motivation. Ça vaut la peine de planter des arbres? Bien sûr que oui, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que je suis entrepreneur et que je vends ces arbres. Sur la route, toujours ce même constat. On replante des arbres. La politique de reboisement décidée à Pékin est une obligation pour tous. Dans ce petit village de Xintiancheng, un responsable de la productivité a été nommé. Il s'agit de Monsieur King. C'est le seul en costume occidental. Il surveille cette plantation. Ici, la terre n'est pas de bonne qualité. C'est de la terre sableuse. Avant, il y avait un canal d'irrigation. Mais maintenant, il n'existe plus. On ne nous fournit plus d'eau. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus cultiver de blé ou de riz. Et on nous oblige à reboiser. On ne nous fournit plus d'eau. On nous oblige à reboiser. Monsieur King est-il allé trop loin? Les officiers, sortes de commissaires politiques, le rappellent à l'ordre. Son discours change. On plante aussi du gazon et des arbres pour accueillir les Jeux Olympiques. Étant donné que je suis le chef, je me sens obligé de faire quelque chose d'utile et de beau pour ne pas perdre la face. On doit vraiment réaliser de belles choses. En plus, notre village est un village écologique. C'est important de le rendre joli pour les Jeux Olympiques. En Chine, même lorsqu'il s'agit d'environnement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Monsieur King ne nous parlera plus. Nous sommes dans la province du Hebei, à 400 km de Pékin. 12e printemps consécutif de sécheresse. Plus on s'éloigne de la capitale, plus la situation se dégrade. Avec la hausse des températures, le grand réservoir de Guanting baisse inexorablement. Impossible d'approcher un barrage. C'est une zone sensible. Nous sommes arrêtés et interrogés pendant 2 heures.
En moins de 5 ans, le niveau de ce grand lac de retenue a baissé de plus de la moitié. Il y a peu d'espoir qu'il se remplisse de nouveau. La preuve, les autorités locales ont installé des éoliennes juste au bord du lac, sur des zones aujourd'hui asséchées. Tout autour, les conséquences sont désastreuses. À 30 km du barrage, Jimingi. Ici, la vie semble s'être arrêtée. Li Shengfu revient dans son village qu'il a quitté il y a 15 ans. Exil forcé dans un autre village, mieux approvisionné en eau. Un village où les terres sont aussi plus fertiles. Seuls les plus vieux et les plus pauvres sont restés là. Les jeunes, eux, ont fui, attirés par une vie meilleure à Pékin ou dans d'autres grandes villes du pays. Bonjour. Bonjour. Je suis avec une équipe de télévision, ils voudraient te parler. Avant, il y avait environ 200 personnes dans le village. Il n'en reste plus que 70. Ils sont tous partis à cause de la sécheresse. Ah bon, il n'y a plus d'eau? De l'eau, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. L'an dernier, il faisait vraiment très chaud. Même le puits est à sec. Il n'y a plus assez d'eau pour arroser les cultures. Un rire comme pour exorciser le sort qui s'acharne sur cette région. Zhang sait que son village se meurt. L'école est fermée, faute d'enfants. Le tableau qui servait à inscrire les recettes et les dépenses ne sert plus à rien. Le gouvernement chinois a d'autres projets pour ses habitants. On a planté des arbres partout, là, tout ça. Vous savez, on a remplacé l'agriculture par le reboisement. Le gouvernement nous donne de l'argent pour qu'on arrête de cultiver. Li Shengfu est persuadé qu'en partant, il a fait le bon choix. Il a refait sa vie plus bas dans la vallée. Dans cette ville historique, nous sommes à Shangeng. Ancien paysan, il possède quelques arpents de terre où il cultive du maïs. Mais si aujourd'hui il gagne correctement sa vie, c'est qu'il a un second métier. Il est guide touristique. Un salaire qui lui permet d'avoir une maison plus confortable au centre du village. Ça, c'est notre cuisine. Avant, on utilisait un four à bois pour préparer le repas. Mais maintenant, on utilise le gaz. On a même une cuisinière électrique. C'est plus moderne. Nos conditions de vie se sont améliorées. C'est plus moderne. Maintenant, on mange du riz blanc et de la farine de blé. Avant, c'était réservé aux riches. Les pauvres ne mangeaient que du maïs. Aujourd'hui, il vit seul avec sa femme. Mes enfants sont partis. Et eux, ils gagnent encore mieux leur vie. Mon fils a ouvert une entreprise de charbon. Il a même une voiture. Ses conditions de vie sont vraiment meilleures. Autrefois, chez nous, il faisait vraiment très froid. Avant, quand il neigeait, la neige était très épaisse et elle restait tout l'hiver. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Au bout de quelques jours, elle disparaît.
Comme le dit Mao Tse-tung dans cette poésie, autrefois, dans le pays du Nord, la terre était couverte de glace sur 500 km. Autrefois, dans le pays du Nord, la neige voltait sur 5000 km. Maintenant, dans le Nord, il neige moins, tandis que dans le Sud, il neige beaucoup plus. Le climat a changé, beaucoup changé. Maintenant, dans le Nord, il fait beaucoup moins froid, et surtout en hiver, alors qu'en été, il fait extrêmement chaud. Et l'une des conséquences les plus visibles de la hausse des températures, Li Shengfu va nous la montrer. Il nous emmène dans sa cour. Il n'y a plus assez d'eau pour planter autre chose que du maïs. Avant, il y avait beaucoup plus d'eau. On pouvait planter du riz et du blé. Mais maintenant, c'est terminé. On ne plante que du maïs. Le maïs n'a pas besoin d'être beaucoup arrosé ici. C'est donc plus facile à cultiver. Avant, dans les années 50, on pouvait trouver de l'eau à 10 mètres, parfois même à 1 mètre. Maintenant, en creusant à 30 mètres, on n'a plus d'eau. Il faut aller jusqu'à 70, voire 100 mètres. Malgré tout, Li Shengfu a l'eau courante. 2 heures par jour, un luxe dont il est très fier. Un luxe qui pourrait être de courte durée. La gestion de l'eau est soumise à une réglementation très stricte. Il est désormais interdit de creuser de nouveaux puits. Au printemps 2008, 16 millions d'hectares de culture ont été touchés par la sécheresse. Presque 3 millions de plus qu'en 2007. Retour à Pékin. Le vent de sable s'est levé. C'est la saison des tempêtes. Nuages de sable jaune et de particules. Des particules nocives pour la santé. En Chine, entre 3 et 500 000 personnes meurent chaque année de troubles respiratoires. À 80 km de Pékin aussi, la tempête de sable fait rage. C'est la 6e fois depuis le début de l'année. Nous sommes à Langbaoshan. Le sable recouvre les champs. Il n'y a rien à faire, sinon attendre que les éléments se calment. François Gémen réalise une enquête de terrain pour la Commission européenne. Une enquête sur les conséquences du réchauffement climatique sur les migrations dans 24 pays. Et le nouveau village, il est là, alors. Voilà. D'accord. En Chine, ce chercheur à l'université de Liège et à Sciences Po Paris est venu se rendre compte de l'urgence de la situation. Ce qui est, je trouve, impressionnant, c'est qu'on est très proche de Pékin. On est à 80, 100 km peut-être de Pékin, là. Des arbres clairsemés, des pierres et du sable partout. Les dunes cernent littéralement le petit village de Langbaoshan. Ouais. François Gémen n'en croit pas ses yeux. La dune est juste au pied des habitations. C'est clair que quand on voit
sur le village, là, à quelques centaines de mètres, c'est clair que le village est menacé s'il n'y a pas vraiment des efforts qui sont entrepris pour limiter la progression de la dune. Comme dans le reste du pays, des milliers d'arbres ont été plantés avec plus ou moins de succès. Ici, on ne cherche pas à faire joli, on combat l'avancée du désert. En fait, il y a plusieurs techniques pour essayer d'endiguer la désertification. Et donc, une technique, c'est des ensemencements aériens où donc, on lâche des graines dessus. Une autre technique, c'est de planter des arbres. Manifestement, c'est plutôt ça qu'on a essayé ici. Et là, pour le moment, l'avancée des dunes a l'air plus ou moins contenue. Et ça souligne bien que la désertification n'est pas un processus naturel, comme on pourrait le croire souvent, mais que c'est quelque chose de très construit et très lié à l'environnement social, à l'utilisation qui est faite de la terre, aux cultures qui sont pratiquées sur les dunes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très lié à l'agriculture, au mode de vie, etc. Et c'est pas quelque chose qui est le résultat d'un processus purement naturel. Ce vieil homme n'a pas d'autre choix que de planter son maïs dans le sable. Est-ce que ça pousse bien dans le sable? Oui, tout pousse. Ça peut pousser jusque-là. Il y a moins de sable maintenant parce qu'il y a moins de vent. Le gouvernement nous a payé pour planter des arbres, il y a 5 ou 6 ans, tout autour du village. Heureusement qu'on a planté tous ces arbres, sinon Pékin aurait été envahi par le sable. Avec ce sable, les 800 habitants de Langbaoshan font contre mauvaise fortune bon cœur. Cette année, ils en ont vendu pour 13 700 yuan, l'équivalent de 1 300 €. La somme est inscrite sur le tableau des recettes du village. Ce sable sera transporté à Pékin, où il sera utilisé pour construire de nouveaux immeubles. Ici, on s'adapte aux nouvelles conditions de vie. Un entrepreneur a même acheté une partie de la dune pour en faire un parc d'attractions. La proximité de la capitale en fait une affaire rentable. Pour les touristes, c'est comme aller au cœur du désert. Au programme, promenade à dos de chameau dans les dunes, tour de 4x4, randonnée à cheval ou descente en luge. Pour Li, ce sable est également une chance. Il a un travail, c'est le gardien du parc. J'ai 54 ans cette année et le désert existe depuis que je suis tout petit. Avant, il était plus à l'ouest et il avance petit à petit chaque année. En hiver, la rivière est gelée. Ça fait un long couloir et le sable glisse dessus et se déplace très vite. Il vient de l'ouest. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Il y a 20 ans, Langbaoshan se trouvait à 6 km d'ici. Le manque d'eau a poussé la majorité de la population à fuir et à tout reconstruire ici. Le sable ici, il y en a partout. C'est devenu une attraction de venir voir le sable. Nous, on préfère être ici que de vivre là-haut, dans l'ancien village. Il reste encore quelques familles là-bas qui n'ont pas voulu partir. Des familles qui n'ont pas voulu ou pu partir. L'ancien village se trouve au bout de cette longue piste escarpée et enclavée.
À flanc de montagne, quelques maisons creusées à même la roche. À 74 ans, Madame Ming vit ici avec son fils et son petit-fils. Je n'ai pas d'argent pour déménager. Sinon, je serais partie vivre en bas. Pourquoi il faut vraiment de l'argent? Oui, les riches sont partis. Il ne reste que les gens pauvres. On n'a pas d'argent pour reconstruire une maison et s'installer en bas. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai envie de partir. Comme tout le monde est parti parce qu'il n'y avait plus d'eau, le gouvernement nous a coupé l'électricité. Heureusement, on a des bougies. Des riches, en fait, il n'y en a pas. Ceux qui sont partis étaient juste moins pauvres que Madame Ming. Aujourd'hui, elle, comme son fils, doit parcourir 6 km pour s'approvisionner en eau. La nourriture manque. L'aliment de base ici reste le maïs. Madame Ming l'échange parfois pour améliorer son quotidien. François Gémen poursuit son enquête. Dans le nouveau village de Langbaoshan, les villageois, pour cuisiner et se chauffer, ramassent du bois. Mais François paraît inquiet, car il ne ramasse pas que du bois mort. Des arbres aussi, qui viennent juste d'être plantés, sont coupés. Non, mais c'est clair que c'est un problème, évidemment, puisque quand on va essayer de limiter l'avancée de la dune, on va essayer de reboiser. C'est un problème, évidemment, si les arbres qu'on plante pour le reboisement sont coupés après pour du bois de chauffage. Et le problème est qu'il faut de plus en plus de bois de chauffage, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui habitent dans ces régions, il faut chauffer de plus en plus de gens. Et donc vraiment, c'est un gros problème le bois de chauffage. La quantité de bois disponible, la quantité d'arbres se réduit d'année en année. Voilà, ça c'est un bon exemple de villageois qui vont chercher du bois, et là c'est vraisemblablement du bois de chauffage. Vraisemblablement, j'imagine pas qu'ils soient allés très très loin. Et donc l'utilisation que les gens vont faire de l'environnement au travers du bois de chauffage, au travers des plantations, etc., tout ça va généralement aggraver et déclencher même parfois des processus de désertification. Le combat contre l'ensablement et la désertification est permanent. Avec le reboisement dans cette région, l'objectif est de sauver des milliers de villages. En Chine, chaque année, plus de 5000 km² de terre se transforment en désert. François, c'est du sable très léger, ça, non? C'est du sable extrêmement léger qui est extrêmement volatile et donc qui est très facile à transporter pour devant. Donc ici, on a généralement des vents du nord-nord-ouest, donc essentiellement qui charrient du sable qui provient du désert de Gobi et donc de la Mongolie intérieure et qui va venir finalement se déposer ici, s'entasser ici. Donc une fois qu'un petit monticule de sable va se déposer, le reste du sable va tendance à venir s'accumuler sur ce même monticule pour créer finalement une dune et puis parfois carrément un désert. Je veux dire que ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'avant-poste, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg par rapport à des étendues qui sont vraiment immenses dans le Sahel et en Mongolie intérieure, pour ne prendre que 2 exemples parmi d'autres. « 2000 km plus à l'ouest, nous poursuivons notre route pour trouver l'origine de ce sable. C'est l'immense désert de Gobi, l'un des plus vastes au monde. Nous sommes en Mongolie intérieure, l'une des 4 régions autonomes chinoises. Le désert de Gobi s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés
c'est près du double de la superficie de la France. Sous la menace des tempêtes de sable, Langbaoshan pourrait ressembler à cela. Alors clairement, ce sable-ci, c'est du sable qu'on va retrouver à 1000 à 2000 km. C'est le même sable que celui qu'on va retrouver dans les nuages de sable et dans les nuages de poussière qui envahissent Pékin plusieurs fois par an. C'est même ce sable-là qu'on va retrouver aussi jusqu'en Japon, jusque dans la péninsule coréenne. Et ce sable va donc se faire déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres. Et donc ça pose un gros problème évidemment de pollution de l'air du côté de Pékin. Voilà, on commence comme ça, voilà. On peut maintenant prendre un peu plus. Allez donc. On voit tout de suite que déjà la distance parcourue est pas mal. Près d'un tiers du territoire chinois est composé de terres désertiques. Et le sable continue d'avancer. Il ne resterait en Chine que 7% de terres cultivables. Le problème, c'est que le désert progresse rapidement et on estime que la Chine perd chaque année entre 4 et 5 000 km² à cause de la progression du désert. Donc en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème des nuages de poussière et des nuages de sable sur Pékin, mais aussi sur toute la région. Il y a le problème simplement aussi de la perte de terres cultivables et de cette progression du désert, de la perte de territoire finalement, puisque c'est du territoire dont on ne peut plus rien faire. Et le développement économique de la Chine, évidemment, est freiné par cette progression du désert. Pour tenter de limiter l'avancée du désert de Gobi, le gouvernement chinois utilise la même arme, les arbres, comme ultime rempart pour fixer le sable. Le combat est inégal, David contre Goliath. C'est clair que ce ne sont pas quelques plantations qui vont suffire, même si, et je le répète ici, ça a un certain succès. Bon, ce qui permet par exemple de pouvoir conserver une route qui passe entre les dunes, on le voit, c'est parce qu'on a mis des plantations de part et d'autre de la route pour essayer de stopper la progression du désert. Donc on voit que ces plantations donnent certains résultats puisque la route n'est pas coupée par le sable. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on va parvenir à mettre ce genre de plantation un peu partout? Et là évidemment c'est une tâche impossible, c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les endroits stratégiques où faire les plantations de façon à éviter que les dunes ne progressent. Malgré les plantations d'arbres, la route doit être régulièrement désensablée à la pelle. C'est la seule route qui mène au nord, vers Youtou, notre nouvelle étape. Sur place, une surprise nous attend. Le gouvernement chinois a construit ce village pour reloger dans l'urgence ses bergers. Des bergers et leurs enfants qui ont dû fuir leur région natale. Difficile à imaginer, mais leur village a été inondé. La rivière a débordé à la suite de pluies diluviennes. Depuis notre arrivée en Mongolie intérieure, nous ne sommes plus encadrés par des officiers du gouvernement. Est-ce que ce village a été construit récemment? Oui, récemment. Construire, mais dans quel but? C'est l'État qui l'a fait construire? C'est à cause des inondations, j'ai dû emménager ici. C'est le gouvernement qui a tout construit pour nous loger. Un exil forcé. Sédentarisés, ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Le sable, il sert à conserver la laine, à la protéger des insectes. Mélangé avec du sable, les insectes ne mangent pas la laine. Dans le village de Youtou,
tout le monde travaille la laine de Cachemire. Avec ses 11 millions de chèvres, la Mongolie intérieure produit 90% du marché mondial. Lorsqu'elle broute, celle-ci arrache jusqu'à la racine des herbes. Les effets conjugués du surpâturage et du réchauffement climatique provoquent une disparition de la végétation des steppes. Voilà, donc ici on se trouve dans un paysage qui était assez typique de la province de Mongolie intérieure il y a quelques années. C'est maintenant un écosystème en pleine mutation qui subit une dégradation très importante, puisque avant ici il y a quelques années on avait des très hautes herbes et donc tout un écosystème très grand, donc c'était de très grandes plaines de hautes herbes avec d'immenses troupeaux de moutons, de vaches qui couvraient une superficie grande comme 2 fois la France. Là ça se transforme en désert tout simplement. Donc chaque année la région de Mongolie intérieure perd, on estime, entre 4 et 5 000 km² de ce type de terre qui se transforme en terre aride et en mini-désert. Ça coûte cher. La Banque mondiale l'année dernière estimait que le processus de désertification coûtait à la Chine 31 milliards de dollars par an. Donc c'est quand même une somme relativement considérable qui pèse évidemment sur la croissance économique de la Chine. Pour que la terre se régénère, pour que l'herbe repousse, il faut des précipitations importantes. Les précipitations ici dans cette région baissent d'année en année à cause du changement climatique. Et donc le changement climatique empêche l'herbe de repousser et empêche les bergers de continuer leur mode de vie traditionnel. Donc ça a vraiment un impact direct sur la population et sur le mode de vie. Un phénomène inquiétant, mais qui n'alarme pas outre mesure le seul berger que nous avons pu rencontrer dans cette immense steppe. Avant, on cultivait ici. Maintenant, on ne peut faire que de l'élevage. Mais pourquoi y a-t-il aussi peu d'herbe? Les bêtes ont tout mangé. Mais il y en a assez pour mes moutons. Et la situation risque encore de se dégrader. Les tempêtes de sable sont de plus en plus fréquentes. Témoin, ces images exceptionnelles tournées entre 2000 et 2002. Dans les années 60, on comptait moins d'une tempête par an. Rien qu'en 2006, il y en a eu 17. Avec ces tempêtes, la terre s'appauvrit. Les tempêtes balaient le sable, mais aussi les hommes. Dans son combat acharné contre la désertification, le gouvernement chinois doit déplacer ses populations. Pour son enquête, François Gémen est accompagné de Kian. C'est une chercheuse d'origine mongole qui vit aujourd'hui en Suède. Elle l'aide à mieux comprendre les déplacements de population. Ici, elle demande à ces paysans chinois où sont installés les derniers réfugiés mongols. Mais où sont-ils partis? Là-bas. Et le village est juste là? Oui. Il y a une centaine de familles. Une centaine de familles, mais tous ne sont pas des réfugiés mongols, je suppose. Non, non, parce qu'ici, ce n'est pas un village uniquement de réfugiés. Juste des gens qui sont venus s'installer dans un village qui existait déjà. Exactement, oui, c'est ça. Pour François Gémen, ce déplacement de population a d'autres motivations, plus politiques. En 50 ans, la Chine a réussi à rendre minoritaires les Mongols sur leur propre territoire. Jusqu'en 1949, ici, en Mongolie intérieure, ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans cette région, on compte 4 Chinois de l'ethnie Han
pour un Mongol seulement. Une forme de colonisation. Quel est le but de ce programme? Ça va être de déplacer à travers la Chine 650 000 bergers nomades et de les sédentariser dans des villages proches de villes chinoises. Alors c'est un programme qui va se dérouler dans la province de Mongolie intérieure, mais aussi dans les provinces du Tibet et du Xinjiang, qui sont, étrange coïncidence, également des provinces avec des visées sécessionnistes. Et donc il y a aussi derrière un but politique d'assimilation des populations à visée autonomiste au sein de la population chinoise Han, donc de la population majoritaire. Partout, nous rencontrons des Chinois Han, arrivés là quelques années auparavant. C'est l'un d'eux qui indique le chemin à François Gémen et à Qian. Au bout de plusieurs heures de recherche, Qian et François vont finir par retrouver quelques-uns de ces déplacés mongols. Leur village est situé à 60 km de Hohhot, la capitale de Mongolie intérieure. Guingan et son mari Daogir font partie du plan de migration mis en place par les autorités chinoises. Ils sont installés ici avec leur unique enfant depuis 6 ans. Pour quelles raisons ont-ils été déplacés à des centaines de kilomètres de leur région d'origine? Pas de réponse. Sourire gêné. La question ici est taboue. Nous n'allons pas insister. De leur steppe natale, ils avaient apporté leur seule richesse, leurs 6 vaches. Ils élèvent aujourd'hui 21 vaches. Leur lait est vendu à une compagnie laitière chinoise. Ils habitent dans ce préfabriqué. Je suis parti pour 2 raisons. La première, c'est la sécheresse des terres. Et la deuxième, il y avait trop de familles nomades qui élevaient des chèvres où je vivais dans le Huangqi. Nous sommes considérés comme des immigrés, selon la réglementation du gouvernement chinois. J'ai dû donner ma terre pour qu'ils puissent planter des arbres. En fonction de l'évolution du marché, je resterai ici et je continuerai à élever des vaches. Car actuellement, avec les prix du marché, il est plus rentable pour moi de vendre mon lait. Je gagne plus d'argent que lorsque je vivais en nomade. Bien sûr, si je n'avais qu'une vache, ce serait plus difficile. Mais de toute façon, là où j'étais, on était trop nombreux pour la terre. Et ceux qui sont restés là-bas, aujourd'hui, ils vivent un peu mieux parce qu'ils sont moins nombreux. Daogir pense qu'il ne reviendra jamais dans son village natal. Par ses amis restés sur place, il sait que les conditions de vie là-bas ne cessent de se dégrader. Avec le changement du climat, j'ai vu le comportement des animaux évoluer. Il y a beaucoup plus de campagnols et de souris. Et au moment des sécheresses, les criquets apparaissent. Une véritable calamité. Ils mangent tout, même les racines. Ils détruisent complètement la prairie.
Dans ce village, avec Daogir, son épouse et ses filles, il y a juste une autre famille mongole. Le reste de la population, ce sont des Chinois Han. Avant de le quitter, Daogir nous dira qu'il a peur de perdre ses traditions et sa culture mongole. Est-ce le prix à payer pour vivre un peu mieux? Daogir ne répondra pas à cette question. Aujourd'hui, dans cette situation, il n'est pas le seul. Avec la sécheresse, l'exode rural volontaire ou non s'amplifie. Et pas seulement en Chine. Aujourd'hui, selon un rapport des Nations Unies, 250 millions de personnes à travers le monde subissent les conséquences de la désertification. Le désert avance partout. Ici en Chine, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud. Un phénomène global. Si rien n'est fait rapidement, avec le réchauffement de la planète, un tiers de la population mondiale sera touchée, et ce avant la fin du siècle.